Je vous remercie beaucoup. Je suis très honoré par votre invitation. Alors, j'aimerais juste ajouter que ma fille est en sixième année de médecine à Paris Sud, qu'elle a toujours beaucoup apprécié les cours du professeur Hirsch. J'en parle avec elle et que j'ai vécu la crise du Covid un peu avec elle parce qu'elle rentrait tous les soirs à la maison, elle était mobilisée à l'hôpital Bicler et elle m'a fait la gentillesse de me transmettre le Covid, ce qui m'a permis d'avoir une expérience sénatoriale de la maladie en mars de l'année prochaine. Voilà, je finis cette parenthèse parce que je trouve qu'elle peut avoir son intérêt et être passée par là, par la maladie. Parfois, ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses. Donc, vous l'avez dit, je suis membre de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques technologiques. C'est un organisme qui est peu connu, pas assez connu, et qui joue vraiment un rôle d'intermédiation entre le monde scientifique et la représentation nationale au profit des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, et en principe du gouvernement qui nous a très peu sollicité dans la dernière période. Le gouvernement, et je pense que ça fait partie d'une des interrogations de votre séminaire, le gouvernement ayant préféré créer de nouveaux conseils scientifiques qui se sont ajoutés à d'autres dans une stratigraphie un peu complexe à démêler et les parlementaires que nous sommes avons eu parfois des difficultés à comprendre comment le gouvernement pouvait utiliser ou au contraire ne pas utiliser du tout les avis du conseil scientifique qu'il avait créé ex nihilo et pour l'occasion. Ce que je peux dire aussi, c'est que je travaillais au moment de la crise Covid un rapport de l'OPEX sur l'intégrité scientifique. Donc j'avais déjà une petite connaissance du sujet et j'ai été très surpris, c'est ce que j'ai raconté un peu dans l'article de Poletis d'octobre 2021. Comment je me suis aperçu que le sujet de l'intégrité scientifique, qui n'était pas du tout envisagé par les parlementaires et notamment par les sénateurs avant la crise du Covid, a pris en très peu de temps, en quelques mois, une importance tout à fait décisive, qui a fait que la loi de programmation de la recherche, qui ne s'intéressait pas a priori à ce sujet, comporte aujourd'hui un certain nombre de dispositions. On pourra en discuter, mais je pense qu'elle forme un corpus juridique assez intéressant sur l'intégrité scientifique. Alors, en quelques mots, la réaction de mes collègues sénatrices et sénateurs par rapport à la crise, par rapport à la façon dont les gouvernements, le Parlement et surtout les médias se sont emparés de l'expertise scientifique, c'est d'abord une réaction de panique. Les sénateurs, et c'est un problème sur lequel je reviendrai, sont peu au fait des règles de la disputatio scientifique. Ils ont du mal à comprendre que quand des scientifiques débattent de leurs hypothèses, ça n'a pas grand-chose à voir avec les débats politiques, avec encore plus la polémique. Donc il y a eu une forme d'incompréhension qui s'est transformée en panique quand ils ont bien compris qu'on sortait du cadre normal, habituel, académique de la confrontation des points de vue scientifiques pour aborder celui de la polémique sur les plateaux de télévision des chaînes d'information continue. Je ne citerai pas les noms des scientifiques qui ont participé à cet emballement médiatique, vous les connaissez mieux que moi. Et là, la première réaction des sénateurs, parce que c'est surtout avec eux que j'ai réfléchi à ça, c'est la volonté de les faire taire. C'est-à-dire d'obtenir une validation des institutions auxquelles il appartenait pour que le discours qui soit diffusé aux médias soit un discours qui soit repris par l'institution, labellisé
normalisé par l'institution. Donc c'est allé très très loin. C'est bien évidemment une demande à laquelle nous avons refusé de souscrire en travaillant sur les amendements pour faire rentrer l'intégrité scientifique dans la LPR, mais il faut que vous sachiez que c'était quand même l'intention première de mes collègues. Ils trouvaient totalement anormal que des fonctionnaires payés par l'État, placés sous l'autorité d'un opérateur scientifique dépendant de l'État, s'autorisent autant de liberté sur les plateaux de télévision. Et là, je crois qu'on est au cœur de la difficulté qui nous réunit ce soir, parce qu'il y a eu une prise de conscience dans un instant tout à fait dramatique, où ce qui a inquiété les politiques, c'est la perte absolue de confiance en les résultats de l'expertise scientifique. Mes collègues me disant, si les pouvoirs publics n'arrivent pas à fonder leur politique publique pour faire face à la pandémie sur des avis scientifiques qui sont parfaitement reconnus, parfaitement validés, dans ces cas-là, nous n'avons plus les moyens du tout d'intervenir. Ça, d'une certaine façon, ça bloque toute action publique dans ce domaine où l'avis des scientifiques est fondamental. Donc il y a eu une forme, je le redis, une forme de panique qu'il faut entendre. Alors, pour ce qui me concerne, et dans le domaine où moi je suis intervenu au Sénat, c'est-à-dire de l'intégrité scientifique, il nous a semblé que pour essayer de restaurer la foi dans la parole scientifique, il fallait peut-être commencer par des choses qui sont évidentes, mais qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, c'est-à-dire essayer de trouver des principes généraux, législatifs, relativement vastes, pour garantir aux politiques que les avis scientifiques qui allaient être rendus par les chercheurs seraient respectueux d'une certaine déontologie en ce qui concerne au moins les conflits d'intérêts et le respect des règles de l'art dans l'élaboration des données de la science. Voilà, c'est deux grands domaines et vous avez peut-être vu que la loi et maintenant les décrets d'application qui tout doucement paraissent sont relativement forts sur ces deux axes, tout en laissant suffisamment de liberté aux chercheurs, parce que nous avons eu conscience très rapidement qu'il fallait éviter de rentrer trop loin dans la pratique scientifique pour respecter les spécificités de chacune des disciplines. La déontologie de l'archéologue que je suis n'est absolument pas la même que celle d'un physicien et encore moins d'un médecin. Donc il fallait éviter d'être trop normatif et plutôt de réaffirmer des grands principes que chaque discipline puisse ensuite interpréter en fonction de ce que sont les règles de l'art déontologique de sa discipline. Voilà. Ce qu'auraient souhaité les politiques, c'est qu'on en vienne à délivrer une forme de label, hein, et que le chercheur qui va sur les plateaux de télévision puisse se recommander d'un label qui aurait été délivré par une autorité supérieure. C'est un pas que nous n'avons pas souhaité franchir parce qu'il était important de conserver toute la liberté aux chercheurs d'intervenir, y compris parfois, quand c'est nécessaire, contre l'avis de sa hiérarchie ou contre l'avis de l'organisme dont il dépend. Il y a une forme de droit dans le domaine des sciences qui est comparable à celui des lanceurs d'alerte. Voilà. Alors, j'ai vu passer le petit message sur ces textes. Bien évidemment, je peux vous envoyer quels sont à peu près les grands éléments qui ont été introduits dans le corps de la recherche par le biais de sur la programmation de la recherche.
Je vous le disais, les décrets d'application sont en train d'être publiés régulièrement. Celui sur l'intégrité scientifique est disponible depuis très peu, environ une semaine. Ce qui est important maintenant, c'est comment les opérateurs et les chercheurs eux-mêmes vont se saisir de ces dispositions pour essayer d'avancer dans le domaine de l'intégrité scientifique. Notre objectif commun, hein, et j'en finirai là pour pas être trop long et pour laisser place à la discussion, notre objectif commun, c'est d'essayer de raccommoder le lien entre la science, les savants, la République et le politique. Je trouve aujourd'hui qu'il y a une perte de confiance réciproque, que c'est un problème grave pour notre avenir et qu'il faut absolument restaurer le crédit de la science en tentant de rapprocher ces différents mondes. Voilà. En quelques mots, comment je voulais aborder un peu votre débat, sous l'œil, encore une fois, du parlementaire et un petit peu du scientifique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons pouvoir entendre les remarques et les questions des personnes qui assistent à ce séminaire. J'ai une première remarque, j'ai une première réaction par rapport à ce que vous venez de dire quant à la cacophonie, la désorganisation, l'impression de désordre qui est ressortie des expertises scientifiques livrées sur les plateaux télé. L'expertise scientifique qui a été mobilisée en France, elle l'a été via le Conseil scientifique. Alors, on aurait pu tout à fait imaginer que des institutions pérennes soient mobilisées. Donc, ça correspond très certainement à un choix dont on reparlera dans le cadre de séminaire, mais le choix de recourir à une expertise ad hoc n'est naturellement pas anodin. Mais moi, ce qui me frappe en regardant un peu comment les choses se sont passées en France et en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé également, c'est de voir combien, à mon avis, l'expertise scientifique a été mobilisée était à bien des égards sous-dimensionnée. C'est-à-dire que le Conseil scientifique, naturellement, a été mobilisé et a fait un travail très important. Il continue d'ailleurs à le faire. Mais sans rémunération pour les membres du Conseil scientifique, sans support administratif adéquat, si j'ai bien compris les choses. En tout cas, on a raisonné comme si le Conseil scientifique était était un organe un peu provisoire qui allait jouer un rôle un peu subalterne pendant quelques temps. Et quand on regarde la manière dont le comité de suivi a fonctionné dans le cadre de l'OMS pour que le directeur de l'organisation déclare l'urgence de santé publique de portée internationale, eh bien, on a un peu la même impression. On a l'impression qu'on est en présence d'une expertise scientifique qui n'est pas à la dimension, à la mesure de la crise qui est traversée. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus, si vous voulez. Elle est double. La première, c'est, je mets de côté tout propos polémique, hein, j'essaye d'analyser les choses de façon très objective et surtout de la façon dont les sénateurs ont ressenti les choses. On a eu le sentiment que dans le premier moment de la crise, les premiers mois, le gouvernement se réfugiait totalement derrière les avis du Conseil scientifique. C'est-à-dire que c'est plus le politique qui prenait la décision, le Conseil scientifique. Et il y a eu un moment, un basculement, où c'était rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que c'était le politique qui prenait des décisions politiques, parfois contraires à celles que lui préconisait le Conseil scientifique. On est passé de l'un à l'autre de façon insensible, sans qu'il y ait réellement une explicitation politique du rôle que le gouvernement voulait faire jouer à ce Conseil politique. Voilà, ça, c'est la première chose. Par ailleurs, le Parlement a été sevré d'informations, et il l'est encore. Il y a beaucoup des données épidémiologiques quantitatives qui n'ont été exposées qu'au gouvernement via le Conseil de sécurité et de défense, organe dans lequel
les parlementaires n'ont pas accès. Il n'y a pas de compte rendu, etc. Donc ça reste très très clos. L'OPEX a essayé, comme il a pu, hein, sous la conduite de Cédric Villani, qui a fait un travail exemplaire, vraiment époustouflant, et qui est allé chercher l'information partout où elle était disponible dans le monde. L'OPEX a fait un gros travail de mise en forme de ces données, d'explicitation des résultats, qui n'a pas été pris en compte par le gouvernement et très peu par le Parlement. Donc on a le sentiment qu'il a fallu organiser pendant un moment de crise des circuits de validation et de circulation de l'information qui n'existaient pas au préalable, et que tout ça a été fait dans une forme d'improvisation qui a sans doute beaucoup joué sur la crédibilité qu'on pouvait donner à ces résultats. D'où l'idée, notamment de l'OPEX, de constituer, comme c'est le cas en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au plus près du gouvernement et donc rattaché au Premier ministre, quelqu'un qui serait capable de faire cette médiation scientifique qui nous a terriblement manqué. Donc je crois que c'est le cas au Canada, hein, il y a un médiateur scientifique, un responsable de la science qui est là justement pour organiser les relations compliquées entre science et politique. En France, ça n'existe pas de façon aussi importante et je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment un ministère qui ait joué un rôle de coordination interministérielle. Ça n'a pas été le cas ni du ministère de la Santé, ni du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui ont été très vite débordés par une gestion de crise entièrement concentrée dans les mains du président de la République et du Premier ministre. Voilà. En quelques mots pour répondre à vos questions. Mais mon sentiment maintenant en tant que parlementaire, c'est qu'il y a eu vraiment une forme d'improvisation et qu'aujourd'hui, la crise passée ne l'est pas encore. Il faudrait penser à des systèmes plus pérennes de circulation et de validation de l'information. Oui, alors la remarque que vous faites concernant le Conseil de défense concerne les parlementaires, mais elle concerne peut-être aussi certains membres du gouvernement d'ailleurs. Alors, il y a justement une question sur le chat. À quelle date considérez-vous que ce changement des décisions est intervenu? Alors, je ne pense pas que c'était le CCNE auquel vous faisiez allusion, c'était le Conseil scientifique Covid-19. Quelle est la date de bascule à laquelle on passe d'un gouvernement qui suit de manière automatique les avis du Conseil scientifique Covid-19 et qui pratiquement se met entre ses mains, à un gouvernement qui prend des décisions, y compris en ignorant les avis et les recommandations du Conseil? Je pense que c'est en septembre de l'an passé, bien évidemment, c'est-à-dire quand le gouvernement essaye tout doucement de concevoir une stratégie de sortie de la crise du Covid, c'est-à-dire d'allègement des mesures sanitaires pour un retour à quelque chose qui pourrait être une vie à peu près normale, et pour une raison simple, c'est qu'à partir de septembre, on bascule déjà dans le temps de la campagne présidentielle. Et que la difficulté politique pour tout le monde, c'est comment on peut arriver à mener de front le désengagement des mesures sanitaires et la campagne présidentielle. Et on voit bien que les problèmes ne sont toujours pas résolus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accéder très concrètement, est-ce qu'on peut accéder à un meeting politique sans montrer son passe sanitaire? Bon, c'est une question qui est encore pendante. Donc je crois que c'est à ce moment-là que ça se fait. D'accord. Alors sur le chat également, nous avons une autre question qui est posée par Alain Fontaine. Donc quand on assiste au débat parlementaire, on a souvent l'impression que les considérations relatives à la qualité des données sur lesquelles ils s'appuient ne sont pas au premier rang des préoccupations des parlementaires. Qu'en pensez-vous? Je confirme. Je confirme, et c'est un problème beaucoup plus large auquel je suis confronté en tant que parlementaire et chercheur au CNRS, c'est que malheureusement, alors je parle pour le Sénat que je connais un peu mieux, je crois qu'à l'Assemblée nationale c'est la même chose,
La distance entre un parlementaire et la science s'est beaucoup accrue dans les dernières années. C'est dû notamment au mode de recrutement. Quand vous prenez la composition du Sénat il y a une vingtaine d'années, vous aviez beaucoup de scientifiques, de professeurs d'université. Aujourd'hui, ils sont très peu nombreux. Nous sommes que 2 chercheurs au CNRS à être sénateurs. Et il y a donc une forme d'incompréhension globale par les sénateurs de la façon dont la science se fait, dont la science travaille et produit ces données. Et moi, je l'ai vu lors de la loi de la programmation de la recherche, les sénateurs capables de suivre de façon précise, de comprendre les enjeux scientifiques, sont une petite dizaine et pas plus. Donc, face à une crise comme celle de la Covid, la première difficulté, c'est le manque de culture scientifique de la représentation nationale. Je dis les choses de façon un peu forte, mais c'est mon sentiment. Et je crois que s'il y a un travail à faire, un travail prioritaire, c'est d'abord celui-là. Expliquer de façon très pédagogique aux parlementaires comment la science travaille. Voilà. Aujourd'hui, il y a un souci, il y a une incompréhension réciproque. Donc c'est pas rassurant, désolé. Du parlementaire qui est posée ici. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et de la population en général, parce qu'ils ne sont pas différents. Alors, il y aura peut-être d'autres questions à l'oral. Je déroule le chat puisqu'il y en a une autre. Donc, l'OPEX a-t-il déjà évalué les choix du président sur la pandémie depuis le début de la crise et si oui, quels sont les rapports en question? Il y a de très nombreux rapports de l'OPEX sur le sujet où, en effet, à plusieurs reprises, l'OPEX a dit, alors c'est un organisme interparlementaire, donc c'est toujours avec des mots choisis, diplomatiques, mais à plusieurs reprises, s'est interrogé sur certaines décisions politiques. Notamment, par exemple, en ce qui concerne la gestion des écoles. Comment on avait pu fermer, ouvrir, changer des protocoles de façon aussi radicale en si peu de temps, etc. Donc, l'OPEX a produit beaucoup de données sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'elles aient vraiment été utilisées, certainement pas par les médias, qui en restent à une information extrêmement basique sur le sujet. Et ce qu'intéresse une chaîne d'information en continu, c'est la petite phrase sur laquelle ils vont tourner toute la journée, et pas un argumentaire scientifique bien établi qui demande du temps, parce qu'aujourd'hui, on est dans le règne de l'immédiateté. Alors, il y a possibilité de poser des questions également en utilisant le petit bonhomme avec une main levée. Donc, je l'indique pour les personnes qui souhaiteraient soulever une question ou bien faire une remarque après avoir entendu Pierre Ouzoulias. Alors, je ne vois pas la personne. Oui, moi j'ai lu, je peux répondre, j'aurais envie de répondre comme le général de Gaulle, vaste programme. C'est un travail très lourd, c'est un travail de fond. Je pense que ça passe par le recrutement. Je crois que c'est important aujourd'hui que des scientifiques rentrent en politique, conformément à leur choix personnel, parce que il y a un manque. Il y a un manque au Parlement de cette analyse qui, je pense, est tout à fait essentielle, mais de l'intérieur. Ensuite, je crois que dans le domaine de la médiation scientifique, il y a énormément d'efforts à faire. Et je remarque que quand on donne aux citoyens, aux lecteurs et aux gens qui cherchent de l'information, une information scientifique de qualité, ils préfèrent toujours celle-là à celle qui leur est donnée par ailleurs. Donc là, il y a un très fort travail à faire. On avait essayé de le porter avec mes collègues de la commission de la culture du Sénat dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. Je ne suis pas sûr qu'on y soit vraiment arrivé. Donc, il faut amplifier les choses. Après, moi, j'avais suggéré au CNRS et à l'INSERM
d'organiser pour les parlementaires une journée dans un laboratoire. Par exemple, mes collègues sénateurs de la commission de la Défense passent une journée sur le porte-avions Charles de Gaulle. Eh ben voilà, de la même façon, on pourrait faire que des parlementaires passent une journée dans un laboratoire pour comprendre de l'intérieur ce que c'est la recherche et comment directement sur les paillasses les chercheurs la font. Je crois qu'il faut que les grands opérateurs de la recherche aujourd'hui organisent ce type de choses parce que c'est tout à fait fondamental. Voilà, c'est quelques idées, mais je pense qu'il faut, c'est un dossier sur lequel il faut énormément travailler. Alors, donc il est mentionné sur le chat que des formations existent à l'UVSQ Paris-Saclay, des journées dans les labos avec des étudiants en journalisme. Je réagis quand même à deux choses. Enfin, je suis étonnée du très faible nombre de scientifiques dont il est fait état. Il y a quand même eu traditionnellement, enfin, il y a des médecins parmi les parlementaires très souvent, ne serait-ce que les. Oui, oui, oui. Il y a des médecins, il y a des vétérinaires, et le président du Sénat est un vétérinaire, mais par rapport au nombre de scientifiques qui pouvaient siéger au Sénat il y a une vingtaine d'années, il y a eu une baisse très très forte. Très forte. D'accord. Donc il y a un problème Puis, de masse critique aussi. d'accord, donc il y a un problème de masse critique, mais enfin, très naïvement, je réagis à l'idée d'une journée dans les labos. S'il y a une telle distance entre les parlementaires et la culture scientifique, je crains qu'il ne faille un peu plus qu'une journée dans un labo. On va commencer par une journée. Moi, je Ah, pense que ça ouais. serait très important que dans les départements, parce que les sénateurs, ils travaillent dans un département, dans les départements où vous êtes, vous allez chercher votre sénateur et vous l'invitiez hein, très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, et généralement, ils disent jamais non, dans vos laboratoires. Alors, vous êtes à Saclay. Moi, je travaille beaucoup avec Laure Darcos, hein, qui est la sénateur de l'Essonne. C'est elle qui a été la rapporteure de la loi de programmation de la recherche et c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que dans la proximité qu'elle a avec Saclay, elle a compris un certain nombre d'enjeux scientifiques et politiques forts qu'elle porte ensuite au Sénat. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Alors la question qui est posée, enfin il y en a deux. Est-ce que vous avez accès à la pharmacovigilance? Oui, tout à fait. Oui, oui, notamment par le biais de l'OPEX, de l'OPEX, on a eu en effet pas mal de données. Ensuite, est-ce que l'OPEX a réagi vite? Oui, très très vite. Très très vite, et on a su se mobiliser en 15 jours, 3 semaines, pour dans un premier temps essayer de recueillir le maximum d'informations sur toute la planète. Hein. Et je me souviens avoir passé pendant le confinement des heures entières en visio devant mon ordinateur à entendre des spécialistes de l'Australie, des États-Unis, etc. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, la documentation produite a été très peu intégrée à la décision politique et quasiment pas du tout à l'information telle que les médias se sont chargés de la transmettre. Mais surtout dans ce que vous mettez en avant, enfin, je crois entendre une mobilisation des membres de l'OPEX sans procédure d'alerte particulière, sans procédure d'urgence qui aurait été pré-pensée finalement. Tout à fait. Non, je vous confirme, on a vraiment inventé la méthodologie en essayant de courir après la pandémie et les données scientifiques. Alors, pour l'OPEX, pour le Parlement et pour le gouvernement aussi, je crois qu'il faut dire les choses. Donc, c'est une situation de crise qui n'avait absolument pas été anticipée dans les formes politiques de sa gestion. Quand on prend l'exemple de la Corée du Sud, très rapidement, il y a un ministre avec le rang de ministre qui a été chargé de la gestion interministérielle de la Covid et qui doit être encore, je pense, en place. C'était des procédures qui étaient prévues. En France, pas du tout. Et on a vraiment eu le sentiment d'un bricolage. Les premiers temps, je ne suis pas sûr qu'on soit sorti de ça. Alors, bon, je lis la question. Pour les citoyens, a-t-on accès à vos rapports?
Oui. Toute la production Bon. de l'OPEX et du Sénat est disponible. Et moi, je le dis souvent, en tant que citoyen et citoyenne, vous avez autant d'informations que moi. Euh, Nous n'avons pas des informations spécifiques auxquelles vous n'auriez pas accès. Hein. Alors, Et il est possible qu'après le séminaire, nous mettions une liste des rapports intéressants, mais il faut savoir qu'il y a, il y a un mode de recherche sur le site du Sénat qui est très facile d'utilisation. C'est de passer par le nom du sénateur qui a travaillé sur le rapport. Donc, il suffit de taper le nom et vous avez les derniers rapports, enfin les rapports par année qui sont accessibles. Donc, c'est vraiment très simple d'accès en réalité. Hein. merci. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions sur cette première intervention. S'il est encore possible d'échanger avec vous sans vous retarder trop, je pense qu'il y a une question, alors une question très longue. Vous parlez Oui, d'éducation scientifique. Je me heurte, alors je lis le message oui, de mais Anne. je l'ai lu Je et me heurte je. au retour d'un scientisme obscurantiste qui interdit toute polémique et parfois réinvente l'Inquisition. D'accord. Polémique pourtant essentielle à l'élaboration des thèses en sciences, rejet de la science, quels fondamentaux transmettre pour bâtir ce que j'appellerais une démocratie scientifique et sanitaire. C'est une question passionnante qui comporte sa réponse. Hein. Et je partage malheureusement et tristement le constat. Il y a en effet un retour de l'irrationalité dont on mesure l'ampleur. Alors je vous donne quelque chose de terrible arrivé cette nuit. Le monument aux morts du Mont Valérien, là où on célèbre quand même la mémoire des 1000 fusillés a été taguée par des antipasses cette nuit. Hein. Et là, on est effaré par le comportement intellectuel de personnes qui arrivent à tout mélanger et à considérer que finalement, quand le gouvernement recommande la vaccination, il agit de la même façon que les nazis face aux résistants français. Et ça, sincèrement, je trouve que c'est très inquiétant. Je peux vous dire qu'il ne se passe pas une journée sans que je reçoive sur mon courriel, sur ma boîte, des dizaines et des dizaines de courriels de ce type-là, très, très complotistes, avec des attaques qui peuvent être violentes hein, et sur la personne. Je, Moi, j'appartiens à une culture où la science a toujours été considérée comme le moyen de l'émancipation humaine des individus, des sociétés, des esprits, par la rationalité, par les idées. De voir qu'aujourd'hui, ce discours fort, qui est celui des Lumières, est contesté, ça m'inquiète énormément. Je pense qu'il faut repasser par la formation, l'éducation et à l'école. Je crois que la part d'enseignement des sciences à l'école a beaucoup diminué dans les années et c'est une des causes de cette distanciation. Ce n'est pas la seule, il y a aussi un problème de confiance, un problème de confiance générale. Et je vous le dis hein, sous forme de boutade, mais mes collègues sénateurs m'ont dit que finalement, ils avaient rencontré dans la rue des gens qui trouvaient que les politiques étaient plus fiables que les scientifiques. Alors que les scientifiques soient tombés plus bas dans le domaine de sciences politiques, là, il y a vraiment un signal qui fait peur. On est habitué à être en bas de l'échelle, bon, vous êtes encore en dessous de nous, c'est très inquiétant pour la suite. Bon, alors c'est une vaste question, celle de savoir comment reconstruire la démocratie scientifique et sanitaire, mais il y a également enfin il y a eu un certain nombre d'éléments d'explication qui ont été portés sur la place publique, mais il n'y a pas eu une déconstruction systématique des contre-vérités scientifiques absolument évidentes, passant par les fondamentaux comme l'objectif scientifique, comme Bien sûr. la nécessité, lorsqu'on est expert, de se prononcer dans son champ d'expertise,
Des choses aussi simples que ça pourraient être tout de même un peu plus explicitées qu'elles ne l'ont été, me semble-t-il. Tout à fait. Et pour répondre à un message que j'ai vu passer, l'hémicycle du Sénat n'est pas complètement épargné par ce type de discours anti-science. Voilà. Je ne citerai pas de nom, je m'arrêterai là. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques qui peuvent être faites à l'oral également? Nous avons testé ça l'an dernier et ça marche très bien. Donc, j'invite les personnes qui auraient des remarques ou des questions à le faire maintenant. Bon, alors, je pense que nous allons donc faire intervenir la deuxième participante au séminaire. Merci beaucoup de nous C'est un avoir plaisir, je suis à votre accordé disposition. votre temps. Et Voilà. merci beaucoup de cet N'hésitez échange. pas à m'envoyer des courriels, mon adresse est disponible, j'aurai grand plaisir à vous répondre si j'arrive à sortir de mes courriels complotistes.